Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais répondre sincèrement à toutes vos questions parce que ça fait je sais plus combien de temps que j'ai pas fait ça simplement, et puis il s'est passé tellement de choses depuis ce moment là que c'est normal, vous avez plein de questions et aujourd'hui je vais y répondre. Vous me les avez posées sur Instagram, j'en ai eu beaucoup. Il va y avoir vraiment un peu tous les thèmes, le sport, l'alimentation, mes coachings aussi, j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça et puis beaucoup de questions perso. Après je vous comprends, c'est parce que entre mon diagnostic de sclérose en plaques qui est tombé fin d'année dernière et ma fausse couche qui est arrivée début d'année, ça fait beaucoup et ça vous intrigue beaucoup. Comment est-ce qu'on peut gérer ça, qu'est-ce qui se passe après, etc. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma petite Yuna. Hop, oui, t'es belle. Et pour que ce soit pas trop ennuyeux de juste répondre à vos questions comme ça sans bouger, ce que je vais faire c'est que je vais vous emmener au fil des jours avec moi dans des contextes un peu différents et en même temps je répondrai à vos questions. Donc c'est parti, première question, comment va ta santé physique et mentale? Au niveau de ma santé physique, ça va. C'est un peu bref, mais je n'ai rien eu depuis ma dernière poussée de sclérose en plaques. Depuis ma fausse couche également, je n'ai plus rien en termes de symptômes physiques. Donc, on peut dire que ça va. Après, j'ai eu une question sur l'après fausse couche, mais je vous détaillerai un peu la réponse un peu plus loin dans la vidéo. Mais sinon, globalement, au niveau de ma santé, j'ai envie de dire, je suis en bonne santé. Après, au niveau de ma santé mentale, ma foi, ça va aussi, j'ai l'impression. Bien sûr, comme tout le monde, il y a des périodes plus hautes, il y a des périodes plus basses. Ça, on n'y peut rien, on peut pas y échapper. Parce que c'est vrai que comme je vous ai dit, j'ai enchaîné pas mal d'événements imprévus et difficiles à surmonter. Je pense que j'ai une capacité d'oublier vite les choses. Au bout d'un moment, on ne peut pas rester accroché à ce qui s'est passé avant. Il faut bien avancer. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer, je pense même. Donc c'est difficile sur le moment, mais j'arrive vite en fait à me recentrer sur bon allez, maintenant qu'est-ce que je peux faire moi? Je peux pas réécrire l'histoire, donc je me focalise sur maintenant et sur plus tard. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Vous m'avez pas mal demandé aussi comment va Alan. Eh bien nous allons lui demander. Ça va, c'est gentil de demander. Vous m'avez demandé aussi comment vont mes petits chats, parce que c'est vrai qu'ils font vraiment partie de ma famille, hein, c'est mes petits. Ils vont bien, ils vont très bien. Hein, tu vas bien Choupette? Comment tu vas ma Choupette? Oui, ça va très bien mais oui. Ensuite Karma va très bien aussi, il est en forme, il va bien. Yuki va très bien. Vous m'avez aussi demandé si la cohabitation se passait mieux, parce que je vous avais raconté que depuis l'arrivée des deux petits, Yuki elle avait eu du mal à les accepter et ça va faire 2 ans. Ça s'est nettement amélioré, ils se tolèrent mais c'est pas les meilleurs amis du monde quoi malheureusement. Mais bon après c'est comme ça, hein. Ils ont chacun leur caractère. La seule chose qui leur manque aujourd'hui c'est de pouvoir sortir, d'avoir un terrain où ils peuvent courir, sortir, chasser en toute sécurité, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais j'espère un jour très vite même, j'espère pouvoir leur offrir cette occasion là. Ce que je fais c'est que je les sors mais je reste à côté et je les re-rentre. Mais ouais, il y a trop de risques autour de chez moi, il y a trop de chats blessés, des chats écrasés, c'est trop risqué, donc c'est le compromis que je fais, mais j'espère pouvoir un jour leur permettre de sortir en toute sécurité. J'ai eu beaucoup de questions sur mes études d'infirmière. Alors ça remonte à pas mal de temps là maintenant parce que j'ai arrêté d'être infirmière en début 2020, j'ai arrêté le libéral et j'avais commencé en 2015. Donc mes études elles datent de 2012 à 2015, donc ça remonte vraiment, ça fait plus de 10 ans. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo où vraiment je vous explique tout, enfin c'est une vidéo centrée sur ma reconversion et où justement je réponds à des questions concernant mes études infirmières mais aussi quand j'exerçais en tant qu'infirmière, parce que vite fait pour faire un récap, j'ai exercé dans énormément de domaines. J'ai été infirmière en clinique, en chirurgie, en médecine, en hospitalisation à domicile, en psychiatrie, dans des foyers pour les personnes handicapées en Suisse et j'ai terminé en libéral. Si jamais ça vous intéresse d'avoir mon retour par rapport à ça, je vous mets la vidéo dans la description. Par contre, en ce moment, j'entends qu'il y a énormément de difficultés. J'ai l'impression que c'est même pire que les études que j'ai vécues moi, alors que franchement, mes études d'infirmière, je crois que c'est le plus gros bouleversement de ma vie, enfin le premier en tout cas. Ça m'a complètement changé, hein. Je n'étais plus la même avant et après ces 3 ans. J'ai l'impression qu'on m'a effacée et je me suis reconstruite quoi en gros. Mais j'entends que en ce moment, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'abandon. Si vous êtes étudiante infirmière, je sais pas quoi vous dire. J'ai envie de vous dire peut-être essayez de chercher autre chose et puis si jamais ça vous plaît vraiment, entourez-vous beaucoup et je vous souhaite plein de courage parce que je sais que c'est dur, donc
Voilà, je compatis à 1000%. Et d'ailleurs, si c'était à refaire, je pense que je le referais pas. Même si j'ai quand même rencontré Alan pendant mes études d'infirmière, donc si je le referais en fait. Dernière question et puis ensuite j'irai un petit peu travailler parce que là, sinon ça va pas aller. Comment obtenir des cheveux très très longs? Je vous réponds tout de suite. Je vous montre actuellement ma longueur de cheveux, là on verra mieux parce que je sors de la douche, je les ai séchés et lissés. En fait c'est pas compliqué, il y a plusieurs règles à respecter. La première c'est qu'il faut utiliser le plus de produits bruts comme par exemple des huiles végétales, du gel d'aloe vera. Il faut bannir tout ce qui contient du silicone, des sulfates trop agressifs, etc. Les colorations évidemment il faut les éviter absolument. Après il existe des colorations plutôt naturelles ou douces. Donc ça peut être un bon compromis. Ensuite il faut vraiment limiter l'utilisation des fers à lisser, fers à frisser, etc. Moi j'en utilise, sinon je pourrais pas avoir là les cheveux lisses comme ça. Par contre ce que je fais c'est que je les utilise pas tous les jours et ensuite entre temps j'utilise des coiffures protectrices ou des tresses pour faire des ondulations, des boucles naturelles sans chaleur. L'autre point c'est qu'il faut éviter de se laver les cheveux trop souvent. Moi aujourd'hui j'arrive à espacer mes shampoings entre 7 à 10 jours, ce qui paraît énorme. Mais mes cheveux ne régressent pas excessivement alors que c'était le cas quand je me les lavais tous les 2 jours par exemple. Et on peut utiliser aussi pour retarder de 2-3 jours à peu près le shampoing, un shampoing sec, moi c'est ce que je fais, et sinon utiliser aussi des coiffures un peu tirées comme ça. L'autre point qui aide c'est de prendre des compléments alimentaires. Moi je prends des compléments alimentaires pour ma santé mais qui ont aussi un impact sur la santé des cheveux et de la peau, notamment le collagène, un multivitamine, etc. Et le dernier point, même s'il y en a peut-être d'autres, mais je pourrais vous le détailler dans un contenu dédié à comment prendre soin de ses cheveux pour les avoir longs, c'est qu'il faut brosser ses cheveux assez régulièrement. Ils seront beaucoup plus beaux, ça répartit le sébum aussi. Et voilà comment avoir des cheveux très très longs. Ah j'ai oublié en fait le point le plus important, c'est qu'il faut patienter. Il faut vraiment être très patiente et il faut éviter de se les couper trop souvent. Vous m'avez posé pas mal de questions, déjà par rapport à mon travail sur YouTube, mais surtout par rapport au coaching. Donc je voulais essayer de vous y répondre tout en buvant ma petite eau citronnée. Ça c'est le truc le plus rafraîchissant du monde. S'il fait chaud chez vous, buvez de l'eau avec un petit peu de citron, de l'eau bien fraîche, et si elle n'est pas fraîche, mettez des glaçons. Vous m'avez demandé comment j'ai appris à faire des vidéos, des montages vidéo, mais aussi des photos. Moi j'ai appris à faire des montages vidéo sur Adobe Premiere Pro. Premiere Pro, quand on y va pour la première fois, c'est du charabia, on comprend rien. Mais en fait, petit à petit, en suivant les tutos et tout, j'arrivais à faire des trucs et puis voilà, c'est progressivement comme ça que c'est venu. Pour les photos, un peu pareil en fait, mais au début j'étais nulle. Mais j'ai toujours aimé être créative. Par exemple, quand j'étais au collège, j'avais toujours un appareil photo. Ma mère, elle m'avait toujours acheté un appareil photo numérique et jetable quand j'étais encore plus jeune. J'ai toujours aimé prendre des photos des choses et ensuite filmer aussi pour capturer le moment et mon souvenir. Je voulais faire un peu à la Harry Potter. Les photos dans Harry Potter, elles sont animées en fait. Et je trouvais ça vraiment cool d'avoir des souvenirs animés avec les voix, l'ambiance, le truc quoi, qui me manquait parfois sur des photos où j'avais plus les souvenirs. Donc voilà, j'ai toujours été un peu attirée par ça et puis ça s'est concrétisé on va dire sur YouTube et sur Instagram un peu. Est-ce que tu as des projets de collaboration à venir avec des marques ou autres? J'en fais pas énormément, vous pouvez le voir, parce que j'aime choisir et parce que je crois que c'est dans une des questions plus tard, mais moi mon activité principale, je la vois pas comme une personne qui fait des collaborations. Ça c'est pour moi c'est du bonus à partir du moment où ça rentre dans ma consommation normale. Par contre là j'en ai une qui est à venir, mais c'est le mois prochain. C'est sur un extracteur à jus normalement. J'espère que ça va se faire, que ça va se concrétiser. J'ai quelques petites recettes de jus en tête que j'aimerais vous proposer et qui pourraient vraiment répondre à des besoins. Donc ça c'est trop cool. Et ensuite j'ai une seconde collaboration, mais c'est pas sûr donc j'en parle pas. Mais ça serait vachement cool pour une vidéo avec une thématique ultra originale. Mais vous voyez, j'en accepte pas beaucoup. C'est ma façon de faire et moi je préfère garder cette liberté. Coucou Fanny, j'espère que tu vas bien. Tu avais évoqué un projet avec ta douce voix. Qu'en est-il? C'est vrai que je crois que c'était au début d'année, je vous avais parlé d'un souhait que j'avais de travailler, de faire quelque chose avec ma voix, que ce soit travailler sur une voix off, peut-être faire des podcasts ou de faire un format plus fixe avec un bon micro et tout ça. Je n'ai pas encore vraiment défini ce que je voulais faire. Pourquoi? Pour vous expliquer, c'est une galère, j'ai l'impression d'être nulle en fait. Quel logiciel utiliser pour enregistrer, pour mixer un peu le son, pour améliorer la voix, etc. etc. Mais bon, je vais y arriver. D'ailleurs,
je vais aller répondre à la suite de vos questions en testant ça. Allez, on fait les fous, on y va. Et puis vous me direz ce que vous en pensez au niveau de la voix et tout. Bon, faut que je vous explique, mais là ça fait 2 fois en fait que je parle dans ce micro et que je sais pas comment je m'y prends. Je supprime la bande son, donc ça sert à rien. Donc je recommence et voilà. Pas grave, on va refaire. Vous pouvez entendre ce que ça donne du coup. J'ai mis mon ordi, je vous montre parce que c'est un petit peu le bazar. L'ordi là, la carte son là, hop hop hop. Je me suis mis dans mon home gym parce que je voulais être un peu au calme. J'ai pris ma petite tablette, comme ça je peux voir vos questions et y répondre, étant donné que j'ai encore perdu mon téléphone, c'est un truc de fou. Au niveau des questions, je vous disais que vous m'aviez posé énormément de questions par rapport au coaching, donc je vais y répondre. Déjà la première question c'était comment as-tu lancé tes coachings? Vous avez pu suivre un petit peu tout le processus du lancement des coachings, déjà à travers la formation de coach sportif que j'ai fait le BPGEPS. Je vous en ai pas mal parlé au cours de l'année, mais aussi pendant des mois et des mois j'ai réfléchi en parallèle de ça à quel était pour moi le coaching que j'aurais vraiment adoré avoir, quel suivi m'aurait le plus servi et quel outil en fait aussi de coaching aurait été utile pour moi. Donc c'est grâce à toutes ces réflexions, à ma propre expérience que j'ai pu ensuite construire ma méthodologie de coaching, les outils que j'utilise. En début janvier, j'ai lancé les coachings, vous avez été au rendez-vous, franchement merci parce que je suis trop contente aujourd'hui d'avoir pu concrétiser un projet que j'ai mis autant de mois à réfléchir sur le papier, à construire dans ma tête. C'est toujours agréable de pouvoir concrétiser quelque chose qu'on imagine et de le mettre vraiment en place dans la vraie vie. Donc je suis trop contente pour ça. Ensuite on me demande, parviens-tu à déconnecter complètement parfois entre les réseaux et les coachings? Et d'ailleurs j'ai une deuxième question qui est un peu reliée, c'est comment arrives-tu à concilier YouTube, coaching, vie privée? Déjà pour répondre à la première question, la réponse est non, mais c'est parce que je l'ai décidé, parce qu'en fait si je fais du contenu quotidien sur Instagram, c'est parce que je l'ai choisi. Si je fais des vidéos YouTube et que je passe des heures à réfléchir à quelle vidéo je veux faire, à construire un peu ma vidéo d'abord sur le papier avant d'allumer ma caméra, parce que je veux que ça ait du sens, que ça réponde à des besoins, des problématiques pour aider des personnes, que mes vidéos, elles ont un but en fait, qu'elles servent à quelque chose. Ce qui fait que tous les jours en fait, je travaille, j'avance sur Instagram, sur YouTube et aussi tous les jours, je fais les bilans des filles que j'ai en coaching. Un bilan, c'est quoi? C'est faire le bilan de la semaine qui est passée, au niveau de l'entraînement, au niveau de la diète, au niveau du ressenti global, voir s'il y a eu des difficultés, y répondre et préparer la semaine suivante en faisant évoluer l'entraînement pour progresser et en ajustant la diète si nécessaire. Donc voilà, actuellement tous les jours j'ai des bilans, j'en ai plusieurs, et en parallèle de ça aussi sur mes coachings, j'ai un contact WhatsApp où les filles elles échangent avec moi si elles ont une question. Donc non, je pourrais pas complètement tout couper parce que voilà, je me suis engagée à faire des coachings de cette manière, parce que à mon sens c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, et voilà, tout simplement. Mais ce que je fais pour pas être tous les jours travail et péter un câble, c'est que dans mes journées j'intègre des moments pour moi, j'intègre beaucoup de lectures comme je vous en parle assez souvent ici, j'intègre aussi des choses qui me font du bien, aller marcher dehors, souvent je prends mon petit frère et on va marcher dehors, ça fait du bien, plein de petits trucs comme ça. Concernant ma vie perso, en plus du coup le coaching, YouTube et tout, en fait je vous l'ai déjà dit, et si vous le savez pas, moi je suis pas toute seule à travailler sur tout ça. Il y a Alan qui travaille avec moi vraiment à plein temps et je pourrais pas faire ça seule. Sans lui c'est mort. On est vraiment complémentaires parce que lui il s'occupe de 1 milliard de choses que je ne pourrais pas faire. J'ai un site à gérer, j'ai tout ce qui est gestion de la société, toute la partie administrative, la partie facturation, tout ce qui est les emails et tout ça. Et puis il m'aide beaucoup aussi dans la réflexion sur les sujets de vidéo. Ça m'aide beaucoup aussi de parler, d'avoir les idées d'un regard différent. Mais aussi par rapport au montage, il m'aide beaucoup. En m'allégeant le travail, il fait une partie du montage vidéo. Enfin bref, on travaille vraiment ensemble. Vous l'avez vu, on a un grand bureau, on a 2 ordi. La plupart du temps de la journée, on est assis chacun à son poste. Et puis de temps en temps, on travaille ensemble. Et puis de temps en temps, on fait une pause et puis on regarde un épisode d'une série sur un ordi. Et voilà, ainsi de suite. La vie pro, la vie perso est complètement imbriquée l'un dans l'autre, étant donné qu'on travaille ensemble, on est autant impliqués l'un que l'autre dans le travail, donc voilà un petit peu pour répondre à la question. Qu'est-ce qui te fait dire que ton métier était celui que tu voulais faire? Alors je comprends complètement la question parce que c'est un choix compliqué de trouver le métier qu'on veut faire. Moi je me souviens de la pression que j'avais l'impression que c'était le choix de ma vie parce que
une fois qu'on a choisi un métier, voilà, on fait ce métier. Et j'avais l'impression qu'on pouvait pas changer. Maintenant, je le sais parce que j'ai changé, je suis passée d'infirmière à coach sportif. Donc, je sais que c'est possible, mais à l'époque, voilà, j'avais l'impression que ça l'était pas. Et c'est sûr que c'est compliqué, hein, faut pas se mentir. On perd quand même quelques années. Donc voilà, enfin bref, comment j'ai su que c'était ce que je voulais faire? La première fois que j'ai réfléchi vraiment sérieusement en mesurant à quel point c'était important, quel métier je voulais faire, j'étais en 5e, je crois, 5e, 4e, quelque chose comme ça, donc au collège. La première chose que je me suis dit, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est de faire un métier où t'es utile pour faire quelque chose, quoi, parce qu'un métier où j'étais inutile, ça m'intéressait pas. J'avais vraiment le besoin de faire quelque chose de concret qui puisse servir. Et je me suis dit, quel métier le plus utile que de sauver les gens? Donc sauver les gens égale faire de médecine, égale être docteur. Donc à la base c'était médecin, chirurgien, voilà, la panoplie quoi. Bon, au final j'ai eu une conseillère d'orientation qui m'a dit quoi, t'as vu tes notes de maths, non, tu y arriveras jamais. Donc j'ai revu à la baisse mes ambitions, j'ai vu infirmière, 3 ans d'études, pas de fac de médecine, allons-y. Donc c'est comme ça vraiment que j'ai choisi infirmière et ça a duré jusqu'à ce que je le devienne. Comment ça s'est passé pour coach sportif? En fait à la base ça a été vraiment le dilemme pour moi parce que je savais très bien que j'étais pas épanouie en tant qu'infirmière, je voulais changer mais je savais pas vraiment. J'avais même envisagé de faire coiffeur parce que j'aimais me coiffer. C'était des raisonnements un petit peu comme ça tout simple, mais je savais pas comment m'y prendre pour choisir. Et en fait c'est venu naturellement parce que j'ai pratiqué la musculation. Au fur et à mesure des années, j'ai partagé mon évolution sur Instagram. Je suis rentrée en contact avec d'autres filles qui voulaient mais qui en fait ne savaient pas comment s'y prendre, etc. Et je me suis dit mais il faut vraiment en fait que ce que j'ai appris avec mon expérience, ça puisse servir. Je me suis dit, voilà, il faut que en fait je puisse devenir coach sportif pour aider à mon tour les filles qui, comme moi, avaient ce désir d'atteindre un objectif physique pour se sentir bien dans son corps, dans sa tête. Enfin, je sais à quel point ça peut avoir un impact sur toute sa vie, un impact sur sa confiance en soi, etc. Et du coup, voilà, ça s'est présenté à moi de manière assez naturelle. Et puis me voilà en tant que coach sportif, donc je regrette pas. Je pense que c'est vraiment la meilleure décision de toute ma vie, donc voilà, je suis trop contente. Ensuite on me demande si je pratique l'alimentation intuitive pour certaines des filles que j'ai en coaching. Pour répondre tout simplement, non, je ne pratique pas l'alimentation intuitive pour les filles que j'ai en coaching. Pourquoi? Déjà l'alimentation intuitive c'est très bien pour avoir un rapport plus sain avec l'alimentation, enfin ça a beaucoup d'avantages, mais dans le cadre où on a des objectifs de perdre du poids, perdre du gras, de prendre du muscle, de faire une prise de masse, ce n'est pas du tout adapté de manger de manière intuitive. Et le but d'un coaching, c'est forcément de mettre tout en place pour qu'il y ait des résultats. Donc c'est bien pour ça que je ne conseille absolument pas aux filles que j'ai en coaching, mais pareil pour n'importe qui. Si vous qui regardez la vidéo, vous avez un objectif de transformer votre silhouette, alors je vous conseille, pour mettre toutes les chances de votre côté et pour avoir les résultats les plus rapides possibles, rapide, hein, ça va demander quand même pas mal de mois, mais ça va être important de faire ce que je fais avec les filles en coaching, c'est-à-dire d'adapter complètement la diète en fonction de la personne, en fonction de ses besoins, en sélectionnant les aliments qui seront adaptés à leur satiété, parce qu'on n'a pas tous la même faim, et de bien gérer la répartition des macros en fonction de la personne, du métabolisme, etc. C'est de cette manière que je travaille avec les filles que j'ai en coaching, et c'est comme ça qu'elles ont des résultats, et c'est comme ça que j'ai eu des résultats. Donc c'est ça vraiment que je recommande si vous êtes par exemple concerné par des objectifs de ce genre. Je vous ai fait d'ailleurs un reel sur Instagram où je vous en parle, si jamais le sujet vous intéresse, je vous invite à aller le checker. Pourrais-tu ne vivre que de ton métier de coach sportif? Eh bien très honnêtement, oui. Moi mes revenus, ils sont de différentes sources. Il y a les coachings, les vidéos YouTube, les partenariats, les e-books. Et actuellement, ma source de revenus principale, c'est les coachings. Donc bien sûr que si j'arrêtais tout et que je faisais que des coachings, je pourrais vivre uniquement que de ça. Après, c'est quand même imbriqué parce que si les personnes viennent en coaching, c'est parce qu'elles me connaissent à travers YouTube. Donc quelque part, je ne pourrais pas me passer en fait de mon canal d'information qui est YouTube pour me faire connaître et pour que les personnes me découvrent. J'avais vraiment ce besoin de construire quelque chose qui est rien qu'à moi, que je fais toute seule, où je dépends pas de
de quelqu'un, parce que quelque part quand on est sur YouTube et tout ça, on dépend de la plateforme, des vues des abonnés, etc. et des marques pour les partenariats. Donc j'avais envie d'avoir cette indépendance, parce que si j'ai quitté le salariat et tout ça, c'est aussi parce que j'avais envie d'être plus libre, plus indépendante, parce que c'est mon tempérament et c'est comme ça que je m'épanouis le plus. Donc voilà, c'est pour ça que dès le début d'ailleurs j'ai proposé des e-books que j'ai fait moi-même de A à Z et que j'ai vendu toute seule sur mon site, que j'ai fait aussi toute seule, enfin avec Alan bien sûr, parce que j'avais déjà cette volonté de construire mon truc à moi. Et je trouve aussi que ça m'enlève un poids par rapport aux statistiques des vidéos. Est-ce qu'elles marchent, est-ce qu'elles marchent pas? Depuis que j'ai ça à côté, ça a moins d'impact, ça en a eu à un moment donné, et je comprends les personnes pour qui ça en a, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on nous juge en fait, on juge notre travail, qu'on nous dise ben la vidéo où t'as passé des heures et des heures là, elle est nulle, il y a personne qui l'aime, et ça c'était un peu dur. Donc oui, bien sûr je pourrais vivre uniquement des coachings, mais après j'aime les réseaux, j'aime échanger avec vous, et c'est un peu notre point de rencontre. Voilà concernant les coachings, dites-moi si vous aimez ce petit micro là. Bon, je ferai pas de la ASMR, hein, je vous préviens, parce que je suis pas fan de ça. Je vais aller faire ma petite séance, je vais vous filmer quelques petits extraits, et ensuite on parlera un peu plus tard de l'entraînement, parce que vous avez été pas mal curieuse aussi par rapport à mes entraînements, mes objectifs sportifs du moment, etc. Donc je vous dirai tout ça juste après ma séance. C'est l'heure pour moi de goûter. Pour aujourd'hui, je vais faire des pancakes avec de la farine de sorgho. C'est une farine sans gluten qui se rapproche un peu de la farine de châtaigne, qui a un petit goût de noisette. Elle est délicieuse. Alors, je vais commencer par mettre les farines. Je mélange farine de sorgho avec farine de riz. Et en même temps, je vais répondre à la première question par rapport au sport. Vous m'avez énormément demandé quels étaient mes objectifs en ce moment en termes d'entraînement. Parce que ça faisait 2 années consécutives que je vous partageais une série sur ma sèche pendant l'été. Cette année, je n'en ai pas fait. Et du coup, ça vous a pas mal intrigué de savoir pourquoi est-ce que j'ai pas fait de sèche cette année. Et c'est sûr que actuellement, j'ai pas du tout un objectif de sécher, mais bien au contraire de prendre du muscle, et particulièrement au niveau des fessiers, parce que ça a vraiment un impact. Par exemple, aujourd'hui là j'étais en restriction calorique, je ne pourrais pas progresser en termes de charge comme je le fais actuellement. Je suis légèrement au-dessus de mon maintien, et c'est comme ça vraiment que j'ai le plus d'énergie, et du coup ça se ressent vraiment sur mes charges à l'entraînement. Et vu que les charges sont corrélées avec les résultats physiques, et bien voilà, il faut ce qu'il faut. Donc voilà, actuellement moi c'est l'entraînement fessier plus, parce que c'est la partie de mon corps que j'ai envie de développer le plus. On m'a ensuite demandé si j'avais dans l'idée de faire un jour une compétition bikini. Et franchement, autant l'idée me plaisait un petit peu il y a 2-3 ans, mais aujourd'hui pas du tout. J'ai pas du tout envie d'en faire. Pour faire une sèche, pour avoir un niveau type compétition bikini, il faudra aller beaucoup plus loin dans la sèche. C'est quelque chose de pas tenable, et en plus de ça, je trouve que c'est quelque chose qui est pas sain pour le corps. Il y a beaucoup de filles qui se préparent pour des compétitions, qui font des sèches poussées et qui par exemple perdent leurs règles, et du coup dérèglement hormonal et tout ça, ça met des mois à revenir. Moi c'est pas du tout dans mes objectifs actuels, même si je peux comprendre, franchement j'ai déjà fait des compétitions, parce qu'avant je faisais un sport qui s'appelait le twirling bâton, c'était il y a des années, hein. C'était pendant ma période lycée. Les compétitions, j'adorais un peu cette adrénaline, le fait de se dépasser avec cette adrénaline, mais c'est plus quelque chose, j'ai peut-être mûri quoi. J'ai pas envie de rentrer en compétition avec les autres, en fait c'est pas quelque chose qui me dit. Donc voilà, en plus de ça il y a beaucoup de dopage dans le milieu compétition, et du coup ben si on n'a pas les mêmes cartes, à quoi bon jouer au même jeu quoi. Ensuite au niveau de mon alimentation, vous m'avez demandé si j'avais un prochain e-book de recettes dans les starting blocks. Si jamais vous n'êtes pas au courant, j'ai 3 e-books. Un e-book sur les petits déjeuners, un e-book sur les plats salés et un e-book sur les snacks et desserts. Et même si j'ai pas mal d'autres idées actuellement, je n'ai pas le temps nécessaire à consacrer un e-book. Je sais
combien de temps ça prend longtemps. Il faut faire les 30 recettes, il faut les valider, il faut faire les photos, il faut faire la présentation du PDF. Enfin, il y a plein de choses à faire quoi. Donc je n'ai pas le temps nécessaire parce que actuellement du coup je prends tout le temps que j'ai à disposition pour investir sur les coachings, les vidéos et un projet que j'aimerais bien sortir d'ici quelques mois. Donc on peut pas tout faire, mais je pense que j'en referai, c'est sûr, parce que moi ça me plaît de toute façon. On m'a demandé aussi si j'avais déjà souffert de TCA. Souvent on fait un peu la confusion entre le fait d'avoir les conséquences d'une alimentation qui n'est pas adaptée et par exemple de faire des gros craquages avec la vraie boulimie, avec la vraie hyperphagie, tout ça. Je n'ai pas souffert de TCA à proprement parler. Par contre, à l'époque où j'étais en restriction calorique permanente, où je mangeais 1200-1300 calories tous les jours sans écart, avec une grosse frustration parce qu'en plus de ça, tout ce que je mangeais c'était fade, j'aimais pas ça, je me faisais vraiment violence, et ben ça arrivait très souvent que je craque un truc de fou et que je mange mais des quantités astronomiques parce que c'était comme si on ouvrait une brèche. En fait, je craque une fois, je me dis profites-en parce que t'auras plus rien après quoi, en gros. Et ça s'est réglé tout seul à partir du moment où simplement en fait j'ai écouté mes besoins en termes de calories, en termes de macros, j'ai augmenté mes apports surtout et ma faim s'est régulée et mon rapport avec l'alimentation s'est régulé à partir du moment aussi où j'ai intégré quotidiennement des choses qui me font plaisir parce que ce n'était plus du tout le cas à ce moment-là. Ah oui, vous m'avez demandé aussi si j'avais remarqué des bénéfices à manger sans gluten et sans produits laitiers. Donc je mange sans gluten, sans produits laitiers à 90% du temps. Ça m'arrive d'en consommer mais j'essaye vraiment de limiter. Et ça c'est vraiment en rapport à, pas avec une intolérance ou quoi, mais vraiment avec la sclérose en plaques parce qu'il a été démontré que le gluten et les produits laitiers pouvaient augmenter la perméabilité intestinale et du coup ça peut favoriser l'apparition de poussées dans le cadre d'une sclérose en plaques. Donc moi je mange de cette manière à titre préventif pour éviter la survenue de poussées. Donc en réalité au quotidien je remarque pas vraiment de bénéfices sur le court terme en tout cas. Et voilà, ma pâte est prête. Je vais les faire cuire dans ma petite poêle à pancakes adorée qui est trop cool. Et moi je commence à avoir faim là, il est 17 h. Et voilà les petits pancakes, je vous montre, je vais en couper un avec le chocolat à l'intérieur. Bien épais comme je l'aime. Goûtons. Un délice. On passe maintenant aux questions un petit peu plus perso. Vous avez été pas mal à me poser particulièrement 2 questions. La première c'est est-ce que avec Alan on a des projets de mariage dans le futur? Et la réponse c'est que pour l'instant non, pas de projet de mariage. Par contre ce que je peux vous dire c'est qu'on s'est paxé l'année dernière. Mais le mariage, moi je vous avoue que je suis pas forcément contre, mais je suis pas du tout, et Alan il est comme moi, je suis pas du tout dans le délire de faire une fête, d'inviter beaucoup de monde, d'investir beaucoup d'argent dans la journée. Pour moi le mariage c'est cool mais pas l'événement lui-même en fait où ça m'attire pas du tout. Et Alan il est vraiment sur la même longueur d'onde que moi donc ça c'est top. Franchement si on se marie un jour ça sera un mariage à la sauvette un peu où on se marie juste tous les deux ou alors vraiment avec juste 2-3 personnes et c'est tout. Enfin de toute façon il faut des témoins, ça serait juste en fait pour avoir le même nom pour toute notre famille le jour où on aura une famille. La seconde question qui est revenue le plus c'est comment je vais depuis ma fausse couche parce que ma fausse couche elle date de début février. Ça va faire bientôt 4 mois. Putain, ça passe. Et je vous disais au tout début de la vidéo qu'aujourd'hui, ça va. Je n'ai plus rien, plus de symptômes. Tout est rentré dans l'ordre. Par contre, pour vous expliquer rapidement, j'ai fait ma fausse couche début février et pendant 3 mois, j'ai eu encore des symptômes de grossesse. Par exemple, moi, le gros symptôme que j'ai eu, ça a été une poussée d'acné dans le dos et sur les épaules, un peu dans le cou, un peu sur le décolleté. Ça a mis au moins 3 mois pour se calmer et là encore, j'en ai un petit peu, j'ai quelques cicatrices. Là, moi, j'étais à peu près 2 mois de grossesse. En 2 mois, le corps, il s'était déjà modifié. Par exemple, l'utérus, il s'était élargi, etc. Et ben, ça a mis du temps pour que tout revienne à la normale. J'ai eu aussi pas mal d'impact au niveau du retour de mon cycle menstruel parce qu'il a fallu attendre que mes bêta-HCG ils redescendent en dessous de 5 pour qu'ils soient négatifs. Et ça a mis quand même quelques semaines. Et ensuite, mes règles 1 mois après sont arrivées. Mais c'était complètement déréglé, pas du tout comme
j'avais l'habitude de les avoir en temps normal. Il m'a fallu 3-4 mois et là encore c'est pas exactement comme avant, mais ça commence à se normaliser. Donc en fait ça a quand même duré pas mal de temps et ça je le soupçonnais absolument pas. Donc si un jour ça vous arrive, sachez qu'il va falloir laisser un peu de temps au corps pour se remettre complètement. Il faut pas être pressé. Au niveau mental, aujourd'hui je suis plus dans l'acceptation, c'est arrivé. Je ressens moins cette grosse tristesse parce que je me dis que de toute façon j'aurais rien pu y faire. C'était déjà écrit d'avance que ça devait se terminer avant. Je perds pas espoir. Je pense qu'un jour, quand ce sera le moment, j'espère retomber enceinte et puis que ça se passe pour le mieux. Vraiment, j'aimerais tellement. Mais en tout cas, ça a été une expérience qui m'a complètement changée. Ça a changé ma vision de la maternité. C'est un peu une révélation pour moi. C'est une première expérience qui me servira, c'est sûr. Et puis on verra ce que l'avenir me réserve. Même si, là, cette année, je fais 30 ans, j'essaye de même ralentir au niveau de mon entourage pour qu'on ne me mette pas la pression parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre facilement sur le dos des filles qui font 30 ans. Le mariage, la maison, l'enfant. Voilà, faut pas mettre la pression, sinon moi ça me bloque tout quand on insiste. Autre question, c'est as-tu des vacances de prévues? Ça tombe bien que vous me posiez la question parce que cette année j'ai décidé de faire une pause en août, de ne pas poster de vidéos YouTube. Par contre je serai toujours active sur Instagram et mes coachings aussi ne vont pas s'interrompre. Mais voilà, j'ai décidé de faire une petite pause en août parce que déjà c'est le mois où il y a le moins de monde présent sur YouTube et c'est bien normal parce que tout le monde a bien le droit de profiter de ses vacances. Donc j'ai décidé moi aussi de ralentir un peu pendant ce mois d'août pour essayer de prendre le temps que je prends habituellement pour faire mes vidéos YouTube et le mettre ailleurs pour mettre en place des petits projets là que j'espère pouvoir vous proposer avant la fin de l'année et puis aussi prendre un peu de temps pour moi et revenir en septembre avec plein d'idées de super concepts et tout ça. Qu'est-ce qui t'épanouit le plus dans ta vie actuellement? Je dirais que je suis vraiment reconnaissante de faire aujourd'hui le travail que j'ai choisi déjà, que j'ai créé quelque part aussi et de pouvoir le faire de la maison ou alors de pouvoir le faire de où je veux en fait, d'avoir cette liberté là, même si de l'autre côté j'ai moins de liberté peut-être qu'un travail classique parce que je travaille 7 jours sur 7 etc. Mais le fait de travailler pour moi et de le faire comme j'ai envie, ça c'est l'une des choses pour lesquelles je suis le plus reconnaissante et pour un moment je retournerai en arrière vraiment. Et dernière question, attention, as-tu une to-do list de choses que tu aimerais accomplir dans ta vie? Ça c'est la question la plus difficile. C'est difficile parce que moi j'ai une vision qui est plus à court terme. J'ai du mal à me dire dans 20 ans je veux faire ça. Parce que pour moi déjà 20 ans c'est trop tard quelque part. Ça m'angoisse un peu de faire des plans sur 10 ans, 15 ans, 30 ans. Il y a des personnes qui font des plans pour leur retraite mais moi je veux même pas y penser. J'ai envie de faire des projets là qui peuvent se réaliser à court terme, dans l'année, dans 2 ans, 3 ans maximum. Vraiment c'est mon max quoi. Sinon j'arrive pas à me projeter. Donc une to-do list de ce que je veux accomplir dans ma vie. J'ai un peu du mal à visualiser parce que déjà je vois que je change. J'étais pas du tout la même il y a 3 ans en arrière, il y a 10 ans en arrière, et pas du tout les mêmes projets, les mêmes envies et tout, donc tout peut évoluer. Rendez-vous peut-être l'année prochaine, peut-être que j'aurai évolué à ce niveau-là et que je vous donnerai une réponse plus précise, mais là... D'ailleurs, ça m'intéresserait beaucoup. Est-ce que vous avez une to-do list de ce que vous voulez accomplir dans votre vie? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que ça m'intéresse d'avoir votre vision des choses par rapport à cette question qui est un peu complexe, qui demande vraiment de réfléchir. Il y a quelques questions auxquelles je n'ai pas répondu, mais ça faisait beaucoup déjà que la vidéo est longue. Je les garde pour une prochaine fois si jamais ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!